Le diamant bleu, une histoire de mystère et malédiction. La disparition. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville lumière d'un voile de mystère. Les rues pavées scintillaient sous la pluie fine qui tombait depuis le crépuscule, créant un tableau impressionniste de reflets et d'ombres. Le Louvre, majestueux dans son silence nocturne, se dressait comme un gardien séculaire des trésors qu'il abritait. À 23h45 précises, le calme fut brutalement rompu. Les sirènes d'alarme déchirèrent le silence, leur hurlement strident se répercutant contre les murs centenaires du musée. Dans la salle des joyaux de la couronne, le piédestal central, normalement gardien du célèbre diamant bleu, n'exhibait plus que du vide. Le joyau légendaire de 45,52 carats, témoin de siècles d'histoire et objet de convoitise depuis des générations, s'était volatilisé. L'inspecteur-chef Marie-Claire Dubois arriva sur les lieux moins de 15 minutes après le déclenchement de l'alarme. Ses 50 années d'existence avaient sculpté son visage en traits déterminés, encadré par des cheveux poivre et cils coupés courts. Son regard perçant, habitué à déceler les moindres détails, balayait déjà la scène avec une précision chirurgicale. À ses côtés, le lieutenant Thomas Renard, fraîchement sorti de l'école de police, prenait frénétiquement des notes dans un petit carnet usé. Ses mains tremblaient légèrement sous l'excitation de sa première grande affaire. Son costume noir, encore trop neuf, contrastait avec l'assurance naturelle de sa supérieure. « C'est tout simplement impossible », répétait Pierre Lefebvre, le conservateur en chef de la section des joyaux. Ses mains tremblantes trahissaient son agitation, et son front dégarni luisait sous les lumières d'urgence. Le système de sécurité était absolument infaillible. Nous l'avions modernisé il y a à peine 3 mois. L'inspecteur Dubois s'approcha des vitrines, ses yeux scrutant les moindres détails. Les caméras de surveillance, normalement si vigilantes, pendaient maintenant inertes, leurs fils sectionnés avec une précision professionnelle. « Rien n'est infaillible, monsieur Lefebvre, répondit-elle d'une voix calme qui masquait son intense concentration. Et certains diraient que ce n'est que la malédiction qui poursuit son cours. Le conservateur pâlit à ces mots, comme si Dubois avait évoqué un fantôme particulièrement redouté. La malédiction, vous ne croyez tout de même pas à ces vieilles histoires, inspecteur? Dubois ne répondit pas immédiatement. Elle s'accroupit près du piédestal, sortant une petite loupe de la poche de son imperméable. La surface du verre, normalement immaculée, présentait des traces microscopiques. Lieutenant Renard, appela-t-elle, venez voir ceci. Le jeune officier s'approcha rapidement, son carnet toujours à la main. Qu'avez-vous trouvé, madame? Regardez ces marques sur le verre. Elles forment un motif précis, presque géométrique. Elle se releva lentement, ses genoux protestant silencieusement contre le mouvement. Monsieur Lefebvre, qui avait accès à cette salle en dehors des heures d'ouverture? Le conservateur sortit un mouchoir de sa poche et épongea son front. Uniquement le personnel de sécurité et moi-même. Et bien sûr, le directeur du musée. Nous avons un système de badge électronique très sophistiqué. J'aurai besoin de la liste complète du personnel avec leurs horaires des 2 dernières semaines, ordonna Dubois. Elle se tourna vers les agents de la police scientifique qui commençaient à envahir la salle. Je veux que chaque centimètre carré soit analysé. Le moindre cheveu, la plus petite fibre. Un agent de sécurité fit irruption dans la salle, le souffle court. Inspecteur. Nous avons trouvé quelque chose dans le système de ventilation du 3e étage. Dubois fit signe à Renard de la suivre. Alors qu'ils traversaient les couloirs silencieux du musée, leurs pas résonnant sur le marbre ancien, l'inspecteur-chef ne pouvait s'empêcher de penser aux rumeurs qui entouraient le diamant bleu. Cette mort inexpliquée en 2 siècles. Cette propriétaire retrouvée dans des circonstances mystérieuses, sans explication rationnelle. Le système de ventilation révéla un petit objet qui fit froncer les sourcils de l'inspecteur, une rose noire, fraîche, dont les pétales semblaient absorber la lumière. Attachée à la tige, une petite carte portait un message écrit à la main en calligraphie élégante, « Le passé n'est jamais vraiment passé. Faites photographier ceci et envoyez-le immédiatement au laboratoire, ordonna Dubois. » Elle se tourna vers Renard, dont le visage trahissait un mélange d'excitation et d'appréhension. « Lieutenant, je veux que vous fassiez des recherches sur tous les vols similaires dans les grands musées européens ces 10 dernières années. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas les premiers à recevoir ce genre de « signature ». De retour dans la salle des joyaux, Dubois observa les techniciens de la police scientifique au travail. Leurs combinaisons blanches se reflétaient dans les vitrines vides, créant un balai fantomatique sous les lumières d'urgence. Le conservateur Lefebvre était assis sur une chaise,
répondant aux questions d'un officier avec une voix de plus en plus fatiguée. Monsieur Lefebvre, l'interpella Dubois, vous avez mentionné que le système de sécurité avait été modernisé il y a 3 mois. Qui était responsable de cette mise à jour? Une entreprise spécialisée, Securitech International. Ils ont les meilleures références, ils travaillent avec le British Museum, le Prado. Je veux tous les documents relatifs à cette installation. Et la liste des techniciens qui y ont travaillé. Soudain, les lumières de la salle vacillèrent. Pendant une fraction de seconde, dans le noir quasi total, Dubois crut apercevoir une lueur bleue, comme un éclair, provenant de l'endroit où le diamant avait été exposé. Mais quand la lumière revint, il n'y avait rien. Problème électrique, demanda Renard. Vérifiez le système électrique, ordonna Dubois au technicien. Je veux savoir si cela a un lien avec le vol. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activité. Les équipes de police scientifique pullulaient dans le musée, analysant chaque recoin, chaque surface. Les premiers journalistes commençaient à s'assembler devant le Louvre, leurs caméras captant les lumières des gyrophares qui se reflétaient dans les flaques d'eau. À l'aube, Dubois se tenait devant une fenêtre du premier étage, observant Paris s'éveiller. La ville semblait différente ce matin-là, comme si le vol du diamant bleu avait altéré son essence même. Son téléphone vibra, un message de sa supérieure, le commissaire divisionnaire Lambert. Réunion de crise à 8 heures. Le ministre de la Culture sera présent. Cette affaire est désormais priorité nationale. Dubois soupira. Les implications politiques allaient compliquer l'enquête, elle le savait. Mais quelque chose d'autre la troublait, une intuition qu'elle n'arrivait pas à définir. Cette rose noire, ce message énigmatique, les légendes entourant le diamant. Tout semblait pointer vers quelque chose de plus grand, de plus ancien que ce simple vol. Madame, l'appela Renard, les premières analyses du laboratoire sont arrivées. Vous devriez voir ça. Le rapport préliminaire révélait des traces d'une substance inconnue sur le verre du piédestal. Une poudre aux propriétés étranges qui semblait changer de couleur sous différents éclairages. Et sur la rose noire, des empreintes digitales partielles qui ne correspondaient à aucune base de données. Il y a autre chose, ajouta le jeune lieutenant. J'ai fait des recherches sur les anciens propriétaires du diamant. La dernière victime, Jacques Marlot, en 1985. Son corps n'a jamais été retrouvé. Juste une mare de sang dans son bureau, et sur le mur. Sur le mur? Une rose noire, peinte avec ce qui semblait être du sang. Dubois sentit un frisson lui parcourir l'échine. Après 30 ans de carrière, elle avait appris à faire confiance à son instinct. Et son instinct lui criait que cette affaire allait bien au-delà d'un simple vol de bijoux, aussi précieux soit-il. Le soleil se levait maintenant sur Paris, ses rayons dorés caressant les toits d'ardoise. Dans quelques heures, la nouvelle du vol ferait le tour du monde. Le diamant bleu, joyau mythique, avait disparu, emportant avec lui ses secrets et peut-être sa malédiction. L'inspecteur-chef Marie-Claire Dubois ne le savait pas encore, mais cette enquête allait la mener dans les recoins les plus sombres de l'histoire de Paris, là où les légendes et la réalité se confondent, là où le passé n'est jamais vraiment mort. Elle regarda une dernière fois la vitrine vide, puis se dirigea vers la sortie. Une longue journée l'attendait, la première d'une enquête qui allait changer sa vie à jamais. Les ombres du passé. Les archives nationales se dressaient dans la brume matinale, leurs murs de pierre semblant garder jalousement les secrets de siècles d'histoire. L'inspecteur Dubois gravit les marches usées, suivi par le lieutenant Renard. Le bâtiment était encore fermé au public, mais une silhouette les attendait déjà dans le hall d'entrée. Sarah Chen, historienne spécialisée dans les joyaux historiques, se tenait droite devant une grande fenêtre en ogive. Son tailleur noir impeccable contrastait avec l'écharpe de soie rouge qui entourait son cou. À 35 ans, elle s'était déjà fait un nom dans le monde académique grâce à ses recherches pointues sur les pierres précieuses historiques. Inspecteur Dubois, salua-t-elle d'une voix posée, je vous attendais. J'ai préparé tous les documents concernant le diamant bleu. Ils suivirent l'historienne à travers un dédale de couloirs. L'odeur caractéristique des vieux papiers imprégnait l'air, mêlée aux effluves de cuir ancien et de poussière. Sarah les conduisit dans une petite salle de lecture où des documents jaunis étaient déjà disposés sur une grande table en chêne. Cette mort mystérieuse en 2 siècles, commença Sarah, sortant délicatement une série de photographies en noir et blanc. Tous les propriétaires précédents du diamant ont connu une fin tragique et inexpliquée. Elle disposa chronologiquement les images sur la table. La première victime fut le baron de Montigny, en 1823. On l'a retrouvé dans son cabinet de curiosité, figé dans une expression de terreur pure.
Les médecins de l'époque n'ont jamais pu déterminer la cause du décès. Dubois se pencha sur les photographies, son regard analytique absorbant chaque détail. Continuez, encouragea TR. Ensuite, nous avons la comtesse de Saint-Germain en 1845. Elle s'est volatilisée pendant un bal masqué. On n'a retrouvé que son collier, celui qui contenait le diamant, flottant dans la Seine 3 jours plus tard. Sarah sortit un article de journal de l'époque, les caractères gothiques à peine lisibles relatant l'événement. Le lieutenant Renard prenait des notes frénétiquement, sa main peinant à suivre le flot d'informations. Y a-t-il eu des suspects, demanda-t-il. Jamais, répondit Sarah. Chaque enquête s'est soldée par un échec. Comme si une force invisible protégeait les coupables, ou qu'il n'y en avait pas. Elle continua son exposé macabre. 1867, le joaillier Heinrich Wagner, retrouvé pétrifié dans son atelier. 1892, Lady Eleanor Blackwood, disparue dans les catacombes de Paris alors qu'elle tentait de vendre le diamant. 1923, le collectionneur américain John P. Morgan Jr. Mort dans son lit sans aucune cause apparente. L'historienne s'arrêta sur une photographie particulière, plus récente que les autres. Et voici la dernière victime connue, Jack Marlowe, 1985. Négociant en pierres précieuses, il avait acquis le diamant lors d'une vente aux enchères à Genève. Dubois examina attentivement l'image. Elle montrait un homme d'une cinquantaine d'années, élégamment vêtu, posant fièrement devant son bureau. Son sourire confiant semblait maintenant teinté d'ironie tragique. Retrouvé mort dans son bureau, sans explication, murmura Sarah. Mais ce n'est pas tout. Elle sortit un dossier plus épais. J'ai découvert des correspondances entre Marlowe et un groupe qui se faisait appeler les Gardiens de la Lumière Bleue. Les lettres sont cryptiques, mais elles suggèrent que le diamant serait plus qu'une simple pierre précieuse. Vous croyez vraiment à cette malédiction, mademoiselle Chen, demanda Dubois, son ton professionnel masquant sa curiosité grandissante. Sarah lissa sa jupe d'un geste machinal. Je crois aux faits, inspecteur. Et les faits sont troublants. Chaque mort présente des similitudes étranges, absence de cause apparente, expression de terreur sur le visage des victimes, et toujours cette lumière bleue mentionnée par les témoins. Elle sortit un autre document, plus ancien celui-là, ses bords effrités par le temps. Ce manuscrit date du XVIIIe siècle. Il raconte l'histoire d'un voyageur indien qui aurait rapporté le diamant d'un temple sacré. Selon la légende, la pierre aurait été taillée dans un cristal tombé des étoiles. Le lieutenant Renard ne put retenir un petit rire nerveux. Des cristaux extraterrestres? Ça semble un peu fantaisiste, compléta Sarah avec un léger sourire. Peut-être. Mais comment expliquez-vous ceci? Elle projeta sur le mur une série de photographies prises sous différents éclairages. Le diamant bleu y apparaissait, mais quelque chose d'étrange se produisait, des motifs complexes semblaient danser à l'intérieur de la pierre, des symboles qui ne correspondaient à aucune écriture connue. Ces photos ont été prises par Marlowe peu avant sa mort, expliqua Sarah. Il travaillait sur une théorie selon laquelle le diamant contenait un message codé, visible uniquement sous certaines conditions. Dubois s'approcha de la projection, ses yeux plissés par la concentration. Ces motifs, ils ressemblent à ceux que nous avons trouvés sur le piédestal au Louvre. Un silence lourd tomba sur la pièce, rompu uniquement par le bruissement des pages que Sarah continuait à trier. L'historienne sortit ensuite un petit carnet relié en cuir noir. Le journal personnel de Marlowe. Ses dernières entrées sont perturbantes. Elle lut à voix haute, 14 novembre 1985, la pierre parle. Je peux l'entendre la nuit, quand tout est silencieux. Elle me montre des choses, des visions. Je dois comprendre le message avant qu'il ne soit trop tard. 15 novembre 1985, ils me surveillent. Je les vois dans les ombres. Ils savent que j'ai découvert la vérité. Le diamant n'est pas ce qu'ils croient. C'est une clé pour. La dernière entrée s'arrêtait brutalement, comme si Marlowe avait été interrompu en pleine écriture. Des traces d'encre maculaient le bas de la page. 2 jours plus tard, on le retrouvait mort, conclut Sarah. Elle rangea soigneusement le journal dans une enveloppe en papier craft. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert que Marlowe avait un contact régulier avec quelqu'un au Louvre dans les semaines précédant sa mort. Dubois se redressa. Qui? Pierre Lefebvre. Le nom du conservateur fit l'effet d'une bombe. Dubois et Renard échangèrent un regard. Le même Lefebvre qui supervise actuellement la collection des joyaux, demanda le lieutenant. Sarah hocha la tête.
Exactement. À l'époque, il n'était qu'un jeune assistant, mais il travaillait déjà dans le département des pierres précieuses. J'ai trouvé des mémos internes qui prouvent qu'il a rencontré Marlowe au moins 3 fois dans le mois précédant sa mort. L'inspecteur Dubois sortit son téléphone. Lieutenant, contactez immédiatement la brigade technique. Je veux une surveillance discrète sur Lefebvre. Mais avant que Renard puisse composer le numéro, le téléphone de Dubois sonna. Son visage se figea alors qu'elle écoutait son interlocuteur. Compris. Nous arrivons. Elle raccrocha lentement, son regard croisant celui de Sarah. Pierre Lefebvre vient d'être retrouvé mort dans son appartement. Sarah pâlit visiblement. Comment? Comme les autres, répondit Dubois. Sans cause apparente. Et selon les premiers agents sur place, son visage affiche une expression de terreur pure. L'historienne commença à rassembler précipitamment les documents. Il y a autre chose que vous devez voir, inspecteur. Des archives privées, conservées dans les sous-sols. Des documents que personne n'a consultés depuis des décennies. Alors qu'il se dirigeait vers les niveaux inférieurs des archives, Dubois ne pouvait s'empêcher de penser que chaque réponse semblait soulever de nouvelles questions. Le diamant bleu n'avait pas simplement disparu, il avait emporté avec lui le dernier homme qui aurait pu révéler ses secrets. Dans l'obscurité des archives, entouré par des siècles d'histoire, l'inspecteur-chef Dubois, le lieutenant Renard et l'historienne Sarah Chen ne se doutaient pas encore qu'ils venaient de s'engager dans une enquête qui dépassait largement le cadre d'un simple vol de bijoux. Une enquête qui les mènerait au cœur d'un mystère vieux de plusieurs siècles, où la frontière entre mythe et réalité devenait de plus en plus floue. Les premiers soupçons. Le commissariat central de Paris bourdonnait d'activité en ce début d'après-midi. Les néons creux du plafond projetaient une lumière blafarde sur les visages fatigués des policiers qui s'affairaient entre les bureaux. L'inspecteur-chef Marie-Claire Dubois, assise à son bureau encombré de dossiers, fixait intensément son écran d'ordinateur quand le lieutenant Thomas Renard fit irruption dans son bureau. « Madame, dit-il, le souffle court, un épais dossier sous le bras. Vous devez voir ça immédiatement. » Dubois leva les yeux de son écran, remarquant l'agitation inhabituelle de son jeune collègue. Renard déposa le dossier sur son bureau, faisant tomber quelques post-it au passage. Sans attendre, il ouvrit le dossier et en sortit une série d'images de surveillance. Les images des caméras externes du Louvre, expliqua-t-il. Nous avons passé en revue les enregistrements des 2 semaines précédant le vol. Les photos montraient une silhouette familière dans les couloirs du musée, Pierre Lefebvre, le conservateur, maintenant décédé. Il parlait avec un inconnu, un homme de grande taille portant un costume sombre et des lunettes de soleil malgré l'éclairage intérieur. La date indiquait que c'était 3 jours avant le vol. Il nous a menti, constata Dubois, ses doigts tapotant machinalement le bureau. Il a prétendu être à Londres ce jour-là pour une conférence sur la gémologie. Renard hocha la tête vigoureusement. J'ai vérifié auprès des organisateurs de la conférence. Non seulement il n'y a jamais assisté, mais il n'était même pas inscrit. Dubois se leva, commençant à faire les 100 pas dans son bureau. Qui est l'homme avec lui? Nous travaillons encore sur son identification. Les images ne sont pas assez nettes pour une reconnaissance faciale précise, mais regardez ça. Il sortit une autre photo, prise sous un angle différent. L'inconnu portait une chevalière à la main droite, un bijou distinctif orné d'un motif complexe. Cette bague, murmura Dubois. J'ai déjà vu ce symbole quelque part. Elle se précipita vers son ordinateur, ouvrant rapidement plusieurs fichiers. Là. Elle pointa du doigt une photo du journal de Marlowe, celui que Sarah Chen leur avait montré aux archives. Dans la marge d'une page, un croquis griffonné à la hâte représentait le même motif. Le téléphone de Dubois vibra soudainement, faisant sursauter les 2 policiers. La voix tremblante de Sarah résonna dans le combiné. « Inspecteur, Lefebvre est mort. Dans son appartement. Comme les autres. » Dubois et Renard échangèrent un regard grave. « Nous arrivons immédiatement, » répondit l'inspecteur-chef avant de raccrocher. L'appartement de Pierre Lefebvre se trouvait dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement. Quand Dubois et Renard arrivèrent, les techniciens de la police scientifique étaient déjà au travail, leur combinaison blanche contrastant avec le décor luxueux de l'appartement. Sarah Chen les attendait dans le couloir, son visage habituellement composé trahissant une certaine nervosité. « C'est exactement comme les autres cas, dit-elle sans préambule. Aucune trace de lutte, aucune blessure visible. Juste cette expression de terreur figée sur son visage. » Ils entrèrent dans le bureau où le corps avait été découvert.
Lefebvre était affalé sur son fauteuil en cuir, ses yeux grands ouverts fixant un point invisible. Sur son bureau, un ordinateur portable était encore allumé, l'écran affichant une page de recherche sur les propriétés mystiques des pierres précieuses. « Qui a découvert le corps ?» demanda Dubois. « Sa femme de ménage », répondit un officier en uniforme. « Elle vient tous les mercredis. Elle a tout de suite appelé la police quand elle l'a trouvé. » Dubois examina le bureau avec attention. Sous un tas de papiers, elle découvrit un carnet relié en cuir rouge. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'écriture nerveuse de Lefebvre. Les dernières pages contenaient des notes frénétiques, presque illisibles. Il revient, muet à voix haute. Le cycle recommence. Je n'aurais jamais dû accepter. La pierre, elle n'est pas ce que nous pensions. Sarah s'approcha, son regard professionnel analysant chaque détail. Ces mots, ils font écho aux dernières entrées du journal de Marlowe. Renard, qui inspectait les étagères, appela soudain ses collègues. « Madame, regardez ça. » Il pointait du doigt un livre ancien, dont la tranche dépassait légèrement des autres. En le tirant, ils découvrirent qu'il dissimulait une petite cavité dans le mur. À l'intérieur, une enveloppe jaunie portait l'inscription « Pour l'inspecteur Dubois » d'une écriture tremblante. Il savait, murmura Dubois. Il savait qu'il allait mourir. Elle ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé USB. La lettre commençait ainsi. « Cher inspecteur Dubois. Si vous lisez ceci, c'est que mes craintes étaient fondées. Le diamant bleu n'est pas qu'une simple pierre précieuse. C'est une clé, un portail vers quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. J'ai découvert la vérité trop tard. » Soudain, les lumières de l'appartement vacillèrent. Un courant d'air glacial traversa la pièce, faisant frissonner tous les présents. Dans le miroir accroché au mur, Dubois crut apercevoir une lueur bleue, fugace, comme celle qu'elle avait vue au Louvre. « Tout le monde dehors » ordonna-t-elle brusquement. « Lieutenant, sécurisez toutes les preuves. Mademoiselle Chen, j'aurai besoin de vous pour décrypter ces documents. » Une fois dans la rue, Dubois observa les techniciens qui continuaient leur travail méticuleux. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées sur les façades parisiennes. Une question la taraudait, pourquoi Lefebvre avait-il adressé cette lettre spécifiquement à elle? Au commissariat, plus tard dans la soirée, Dubois, Renard et Sarah examinaient le contenu de la clé USB. Des dossiers entiers de recherche sur le diamant bleu, des correspondances cryptées, des photos d'archives, et un fichier vidéo daté de la veille du vol. Sur l'enregistrement, le visage tendu de Lefebvre apparut à l'écran. « Je dois faire vite, disait-il, regardant nerveusement par-dessus son épaule. Il me surveille. Le diamant doit être protégé. J'ai fait une terrible erreur en leur faisant confiance. Inspecteur Dubois, vous devez comprendre, ce n'est pas une malédiction ordinaire. C'est un avertissement. La pierre choisit ses gardiens, et ceux qui ne sont pas dignes. » La vidéo s'interrompit brusquement. « Les analyses toxicologiques sont revenues négatives, » annonça Renard, consultant son téléphone. Aucune trace de poison ou de substance toxique dans son organisme. Sarah, qui parcourait les documents trouvés sur la clé USB, leva soudain la tête. Écoutez ça, Lefebvre avait découvert une série de correspondances entre d'anciens conservateurs du Louvre, datant de plus d'un siècle. Ils parlent tous d'une société secrète, les gardiens de la lumière bleue, les mêmes que ceux mentionnés dans les documents de Marlowe. Une société secrète, répéta Renard, sceptique. Plus qu'une simple société, précisa Sarah. Selon ces documents, ils existent depuis des siècles, protégeant non seulement le diamant, mais aussi ses secrets. Lefebvre pensait avoir découvert leur véritable objectif, mais... Un bruit sourd interrompit leur conversation. Dans le couloir désert du commissariat, des pas résonnèrent, puis s'arrêtèrent devant la porte du bureau. Dubois posa instinctivement la main sur son arme de service. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette inattendue, Antoine Beaumont, l'ancien joaillier du Louvre, celui qui avait travaillé sur le diamant bleu pendant des décennies. « Bonsoir, inspecteur, dit-il d'une voix grave. Je crois qu'il est temps que nous parlions. » Son regard se posa sur les documents étalés sur le bureau, puis sur Sarah Chen. Quelque chose dans ses yeux fit frissonner l'historienne. « La vérité sur le diamant bleu, continua-t-il, est bien plus ancienne et plus dangereuse que vous ne pouvez l'imaginer. Dehors, la nuit était tombée sur Paris, et quelque part dans l'obscurité, un joyau légendaire continuait de tisser sa toile de mystère et de mort. L'énigme du passé.
La pluie battante noyait les ruelles de Montmartre dans une brume grisâtre. L'inspecteur Dubois gravit les marches humides menant au Café des Artistes, un établissement séculaire niché dans les hauteurs du quartier. À travers les vitres embuées, elle aperçut la silhouette d'Antoine Beaumont, l'ancien joaillier du Louvre, qui l'attendait à une table isolée. Le café sentait le café fraîchement moulu et les viennoiseries chaudes. Quelques habitués, artistes et écrivains, occupaient les tables en bois patiné, créant un murmure de conversation feutrée. Beaumont se leva à son approche, sa haute stature légèrement courbée par l'âge. Ses yeux bleus, d'une intensité surprenante, brillaient d'une lucidité qui contrastait avec son apparence fragile. « Inspecteur Dubois », salua-t-il en lui indiquant une chaise. « Je vous remercie d'être venu seul. » Dubois s'assit, observant attentivement son interlocuteur. Antoine Beaumont avait travaillé pendant plus de 40 ans au Louvre, devenant le plus grand expert du diamant bleu. Sa retraite soudaine, 5 ans auparavant, avait surpris le monde de la joaillerie. « Ce n'est pas qu'une pierre », commença-t-il sans préambule, ses doigts noueux caressant distraitement une tasse de café. « C'est un fragment d'histoire. Et peut-être, quelque chose d'autre. » Il sortit de sa sacoche en cuir usé un carnet aux pages jaunies. « J'ai consacré ma vie à étudier ce diamant, inspecteur. Chaque facette, chaque reflet cache un secret. Mais ce que j'ai découvert... » Il s'interrompit, jetant un regard nerveux autour de lui. « Lefebvre m'avait contacté, reprit-il plus bas. Il y a 3 semaines. Il était terrifié. Il disait avoir découvert quelque chose. Une inscription à l'intérieur du diamant, visible uniquement sous certaines conditions. » Dubois se pencha en avant. « Quel genre d'inscription ?» Beaumont ouvrit son carnet, révélant des pages couvertes de croquis minutieux et de notes. Des symboles anciens, présentant des similitudes avec l'écriture cunéiforme, mais différents. Selon Lefebvre, il n'apparaissait que lors des équinoxes, quand la lumière frappait la pierre sous un angle précis. Il tourna plusieurs pages, s'arrêtant sur un dessin particulièrement détaillé. « Voyez-vous ces motifs ? Ils racontent une histoire. L'histoire d'un pouvoir ancien, bien plus ancien que notre civilisation. » La serveuse s'approcha pour prendre leur commande. Beaumont attendit qu'elle s'éloigne avant de continuer. Il existe une légende, transmise de génération en génération parmi les joailliers du Louvre. Elle parle d'un cristal tombé des étoiles, taillé par des prêtres d'un temple oublié. Un cristal capable de montrer des visions. Des visions, répéta Dubois, sceptique. Du passé, du futur, d'autres réalités peut-être. Chaque propriétaire du diamant a rapporté des expériences similaires. Des rêves étranges, des pressentiments qui se révélaient exacts, des aperçus d'événements qui n'étaient pas encore arrivés. Il sortit une autre série de documents de sa sacoche. Lefebvre avait commencé à compiler ses témoignages. Le baron de Montigny, en 1823, avait prédit sa propre mort dans les moindres détails. La comtesse de Saint-Germain avait dessiné des machines volantes des années avant l'invention de l'avion. Et Marlot ? Sa voix trembla légèrement. Marlot avait vu quelque chose qui l'avait terrifié. Quelque chose concernant le futur du diamant. Un coup de tonnerre fit vibrer les vitres du café. La pluie redoubla d'intensité, créant un rideau presque opaque devant les fenêtres. J'ai travaillé avec Marlot, continua Beaumont. C'était un homme rationnel, cartésien. Mais dans les semaines précédant sa mort, il avait changé. Il parlait d'une menace imminente, d'un groupe qui cherchait à utiliser le pouvoir du diamant. Il sortit une photographie en noir et blanc, montrant un groupe d'hommes en costume devant le Louvre, daté de 1947. Les gardiens de la lumière bleue. Une société secrète vieille de plusieurs siècles, dédiée à la protection, ou peut-être à l'exploitation, du diamant. Nous avons trouvé des références à ce groupe dans les documents de Lefebvre, confirma Dubois. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être, murmura Beaumont. J'ai passé des années à les étudier, à suivre leurs traces à travers l'histoire. Ils se présentent comme des protecteurs, mais leur véritable objectif est bien plus sombre. Il sortit un dernier document de sa sacoche, une lettre écrite d'une main tremblante. Lefebvre m'a envoyé ceci 2 jours avant sa mort. Il avait découvert que le diamant n'était pas unique. Il en existait d'autres, dispersés à travers le monde. Des fragments d'un tout plus grand, plus ancien. Dubois examina la lettre. L'écriture était presque illisible, comme si Lefebvre l'avait écrite dans un état d'extrême agitation. Les pierres sont des clés, muelles. Quand elles seront réunies. La phrase n'est pas terminée, nota Beaumont. Mais regardez la marge.
Dans le coin de la page, un petit dessin représentait une configuration géométrique complexe, avec le diamant bleu au centre, entouré de 8 autres pierres. Selon les recherches de Lefebvre, les gardiens cherchent à rassembler tous les fragments. Ils croient que leur réunion déclenchera un événement qui changerait le monde tel que nous le connaissons. Un frisson parcourut l'échine de Dubois. Vous pensez que le vol est lié à cette prophétie? J'en suis certain. Les signes étaient là. Les perturbations électriques, les visions rapportées par le personnel du musée, les cauchemars de Lefebvre. Le cycle recommence, inspecteur. Et cette fois, l'enjeu est plus grand que jamais. Beaumont sortit un petit appareil de sa poche, ressemblant à une boussole antique. Ceci appartenait à Marlowe. Il l'avait fait fabriquer spécialement pour étudier les propriétés du diamant. Regardez. L'aiguille de l'instrument tournait follement, comme affolée par une force invisible. Le diamant émet une forme d'énergie que nous ne comprenons pas. Une énergie qui semble s'intensifier avec le temps. Pourquoi me dire tout cela maintenant? Demanda Dubois. Le vieil homme la regarda gravement. Parce que vous êtes la seule à pouvoir l'arrêter. Le diamant vous a choisi, inspecteur. Les rêves, vous les avez aussi, n'est-ce pas? Dubois resta silencieuse un moment. Elle n'avait parlé à personne des cauchemars qui la hantaient depuis le début de l'enquête. Des visions de lumière bleue, de symboles dansant dans l'obscurité, d'une menace tapie dans les ombres. Il reste peu de temps, reprit Beaumont. Les gardiens ne sont pas les seuls à chercher les fragments. D'autres forces sont en mouvement, des forces plus anciennes et plus dangereuses. Il referma son carnet et le tendit à Dubois. Tout est là-dedans. Mes recherches, mes théories, les indices que j'ai rassemblés au fil des années. Utilisez-les avec précaution, inspecteur. La vérité que vous cherchez pourrait se révéler plus terrible que vous ne l'imaginez. Alors qu'il se levait pour partir, Beaumont ajouta une dernière chose, méfiez-vous de l'historienne, mademoiselle Chen. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Il disparut dans la pluie battante, laissant Dubois seul avec le carnet et ses questions sans réponse. Dehors, les lumières de Paris scintillaient à travers le rideau de pluie, comme autant d'étoiles tombées sur terre, témoins silencieux d'un mystère qui ne faisait que commencer. La piste souterraine. Les catacombes de Paris s'étendaient sous la ville comme un labyrinthe d'ombre et de secrets. L'inspecteur Dubois, le lieutenant Renard et Sarah Chen descendirent les escaliers usés menant aux profondeurs, leurs pas résonnant contre les murs de pierre humide. L'air était lourd, chargé de siècles d'histoire et de mystère. Renard éclairait le chemin avec une puissante lampe torche, son faisceau lumineux dansant sur les crânes et les ossements alignés le long des galeries. Sarah déchiffrait les notes de Lefebvre à la lueur vacillante, ses doigts suivant les lignes d'une écriture de plus en plus frénétique. Il parle d'une société secrète, murmura Sarah, sa voix à peine audible dans le silence oppressant. Les gardiens du diamant. Selon ces notes, ils se réunissaient ici, sous Paris, depuis des siècles. Dubois observait attentivement les murs, cherchant des signes, des marquages qui pourraient confirmer cette théorie. Son attention fut attirée par de subtiles gravures dans la pierre, presque effacées par le temps. Des symboles similaires à ceux qu'elle avait vus dans les photographies du diamant. Regardez, dit-elle, passant ses doigts sur les marques anciennes. Ces symboles, ils racontent une histoire. Sarah s'approcha, son expertise d'historienne s'éveillant. Ce ne sont pas des graffitis ordinaires. La technique de gravure suggère qu'ils datent du XVIIIe siècle, peut-être même avant. Un bruit soudain fit écho dans les galeries, comme un murmure lointain. Renard dégaina instinctivement son arme, scrutant l'obscurité. Vous avez entendu? Le son se répéta, plus distinct cette fois. Des pas, quelque part dans le dédale de tunnel. Puis une voix, à peine plus qu'un souffle, par ici. Les trois enquêteurs échangèrent un regard. Dubois fit un signe silencieux, indiquant la direction à suivre. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans les catacombes, dépassant les zones touristiques pour entrer dans des sections interdites au public. Les galeries devenaient plus étroites, plus anciennes. L'air était plus rare, chargé d'une odeur de terre et de temps. Les symboles sur les murs se faisaient plus nombreux, formant des motifs complexes qui semblaient presque pulser dans la lumière de leurs lampes. Sarah continuait à déchiffrer les notes de Lefebvre tout en marchant. Il mentionne un lieu précis. Une chambre secrète où les gardiens conservaient leurs archives. Selon lui, c'est là qu'il a découvert la vérité sur le diamant. Un nouveau bruit les fit s'arrêter net. Cette fois, c'était différent. Un bourdonnement sourd, presque électrique, qui semblait venir des murs eux-mêmes.
La température chuta brusquement, leur souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. Quelque chose ne va pas, murmura Renard, son arme toujours prête. Ces tunnels, ils ne figurent sur aucune carte. Soudain, leur lampe vacilla, puis s'éteignit complètement. Dans l'obscurité totale, une lueur bleue apparut, faible mais distincte, émanant des symboles gravés sur les murs. C'est impossible, souffla Sarah, touchant les gravures luminescentes. Ces marques, elles réagissent à notre présence. Bonsoir, inspecteur Dubois, résonna une voix dans l'obscurité. Nous vous attendions. La lumière bleue s'intensifia, révélant une silhouette élancée se tenant à quelques mètres d'eux. C'était une femme d'une soixantaine d'années, vêtue d'une robe noire élégante qui semblait absorber la lumière. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict, et ses yeux reflétaient la même lueur bleue que les symboles sur les murs. « Je suis Élise Durand, dit-elle d'une voix posée qui portait l'écho des siècles. Grande gardienne du cercle intérieur. » D'autres silhouettes émergèrent de l'ombre, formant un cercle autour d'eux. Hommes et femmes de tous âges, tous vêtus de noir, tous portant le même regard luminescent. « Vous avez fait un long chemin pour nous trouver, continua Durand. Mais je crains que vous ne compreniez pas encore l'ampleur de ce dans quoi vous vous êtes engagé. » Dubois maintint son calme, même si son cœur battait la chamade. Le diamant bleu. Vous l'avez volé. Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Durand. Volé? Non, inspecteur. Nous l'avons protégé. Comme nous le faisons depuis des siècles. Elle fit un geste de la main, et les symboles sur les murs s'illuminèrent davantage, révélant une vaste chambre circulaire. Des étagères couvertes de livres anciens s'élevaient jusqu'au plafond voûté. Au centre, une table de pierre circulaire était gravée de motifs complexes qui rappelaient ceux du diamant. Cette chambre existe depuis la construction des catacombes, expliqua Durand. C'est ici que nous gardons la véritable histoire du diamant. Une histoire que le monde n'est pas prêt à connaître. Sarah s'avança, son carnet de notes serré contre sa poitrine. Les visions, les morts mystérieuses, tout est lié, n'est-ce pas? Chaque mort était un avertissement, répondit Durand. Le diamant n'est pas un simple joyau. C'est une clé, un artefact d'un pouvoir que l'humanité a oublié depuis longtemps. Elle s'approcha de la table centrale, ses doigts effleurant les gravures. Les symboles que vous avez vus, inspecteur, racontent une histoire plus ancienne que notre civilisation. Ils parlent d'un temps où les étoiles étaient différentes, où d'autres forces marchaient sur cette terre. Un membre du cercle s'avança, portant un coffret ancien. Durand l'ouvrit délicatement, révélant le vide. Le diamant n'est pas ici, dit-elle avant que Dubois puisse parler. Il ne peut pas rester au même endroit trop longtemps. Son pouvoir grandit. Quel pouvoir? Demanda Dubois, sceptique. Celui de voir au-delà du voile du temps. Chaque mort était une vision devenue réalité. Lefebvre l'avait découvert. Il voulait l'utiliser, contrôler ce pouvoir. Mais le diamant ne peut pas être contrôlé. Un coup de feu retentit soudainement, le son amplifié par les murs de pierre. Élise Durand chancela, une tache rouge s'élargissant sur sa robe noire. Derrière elle, une nouvelle silhouette émergea de l'ombre, tenant un pistolet fumant. Le chaos éclata dans la chambre souterraine. Les gardiens se dispersèrent, certains fuyant dans les tunnels, d'autres se précipitant vers leur leader blessé. Renard visa l'assaillant, mais celui-ci avait déjà disparu dans l'obscurité. Protégé, le diamant, murmura Durand alors que Sarah tentait d'arrêter l'hémorragie. Ils arrivent, ils savent. La lumière bleue commença à faiblir, les symboles s'éteignant un à un. Dans l'obscurité grandissante, Dubois crut entendre un rire lointain, un son qui semblait venir d'un autre temps, d'une autre réalité. Le mystère du diamant bleu venait de prendre un tournant mortel, et quelque part dans les profondeurs de Paris, une force ancienne s'éveillait, prête à réclamer ce qui lui appartenait. Les gardiens. Le chaos qui régnait dans les catacombes s'était transformé en un silence pesant. Élise Durand, allongée sur la table de pierre au centre de la chambre secrète, respirait faiblement tandis que Sarah Chen tentait d'arrêter l'hémorragie. La lueur bleue des symboles pulsait maintenant au rythme des battements de cœur de la grande gardienne. Le temps presse, murmura Durand, sa voix à peine audible. Vous devez comprendre, le pouvoir du diamant est trop grand. L'inspecteur Dubois s'agenouilla près d'elle, tandis que le lieutenant Renard sécurisait le périmètre avec les quelques gardiens encore présents. La chambre souterraine semblait vibrer d'une énergie ancienne, les livres sur les étagères émettant une faible luminescence. « Quel pouvoir » demanda Dubois, sortant son carnet. « Pourquoi maintenant »
Durant tout ça, une grimace de douleur déformant c'est très aristocratique. Le diamant, il n'a jamais été destiné à nos mains. C'est un fragment, un éclat d'une réalité plus vaste. Les visions qu'il provoque ne sont pas des malédictions, mais des avertissements. Sarah échangea un regard inquiet avec Dubois. Les bandages de fortune qu'elle avait appliqués se teintaient déjà de rouge. Les secours ne pourront jamais arriver à temps dans ces tunnels, murmura-t-elle. Les secours ne peuvent rien pour moi, répondit Durand avec un faible sourire. Mon rôle était de protéger les secrets, mais maintenant, vous devez savoir. Elle fit signe à l'un des gardiens qui s'approcha avec une petite boîte en bois sculptée. À l'intérieur, un manuscrit ancien, ses pages jaunies couvertes d'une écriture serrée et de diagrammes complexes. Le Codex des étoiles, expliqua Durand. L'histoire complète du diamant et de ses origines. Il est tombé du ciel il y a des millénaires, bien avant que l'homme n'apprenne à écrire son histoire. Les premiers témoins l'ont décrit comme une larme des dieux, un fragment de lumière pure cristallisée. Elle tourna péniblement les pages, révélant des illustrations détaillées du diamant sous différentes phases lunaires. Chaque propriétaire légitime du diamant a contribué à ce livre, ajoutant ses visions, ses découvertes. Mais certains ont voulu utiliser son pouvoir à des fins plus sombres. Qui a tiré, demanda Dubois, son regard balayant les ombres des tunnels environnants. Les chasseurs d'ombres, répondit un autre gardien, un homme âgé aux yeux d'un bleu glacier. Ils nous traquent depuis des siècles, cherchant à s'emparer du diamant pour leurs propres desseins. Durand hocha faiblement la tête. Ils croient que le diamant peut ouvrir des portes entre les mondes. Et ils ont raison. Mais ce qu'ils ignorent, c'est le prix à payer pour un tel pouvoir. Elle fut interrompue par une nouvelle canne de toux, plus violente cette fois. Les symboles sur les murs pulsèrent plus intensément, comme en réponse à sa souffrance. Lefebvre, continua-t-elle avec difficulté, il avait découvert quelque chose. Une prophétie cachée dans les facettes du diamant. Quand la lune sera pleine et que les étoiles s'aligneront. Un bruit sourd résonna dans les tunnels, comme un lointain grondement de tonnerre. Les gardiens se raidirent, leurs mains se portant instinctivement vers des amulettes dissimulées sous leurs vêtements. Ils arrivent, murmura Durand. Écoutez-moi attentivement, inspecteur. Le diamant n'est pas seul. Il en existe 8 autres, dispersés à travers le monde. Ensemble, ils forment une clé, un passage vert. Sa voix s'éteignit dans un souffle. Les symboles sur les murs vacillèrent, comme des bougies dans le vent. Sarah se redressa lentement, ses mains tachées du sang de la grande gardienne. Elle est partie, dit-elle simplement. Le grondement se rapprochait. Renard pointa sa lampe vers l'un des tunnels, révélant des ombres mouvantes sur les murs. Nous devons partir, dit-il urgemment. Maintenant. Les gardiens restants formèrent un cercle autour du corps d'Élise Durand. L'homme aux yeux bleus s'avança vers Dubois, lui tendant le codex. Prenez-le. Vous êtes maintenant part de cette histoire, que vous le vouliez ou non. Mais je ne comprends pas, protesta Dubois. Pourquoi moi? Le diamant choisit ses gardiens, répondit-il. Vos rêves, vos visions, ce n'est pas un hasard. Élise l'avait vu. Vous avez un rôle à jouer dans ce qui va venir. Des bruits de pas résonnèrent dans les tunnels, accompagnés de voix étouffées. Les gardiens commencèrent à reculer vers des passages dissimulés dans les murs. Le temps des secrets est révolu, déclara l'homme aux yeux bleus. Les chasseurs d'ombre ne sont que les premiers. D'autres viendront, attirés par le pouvoir du diamant. Vous devez le retrouver avant eux. Sarah ramassa rapidement ses notes et le carnet de Lefebvre. Les symboles, dit-elle, pointant les murs. Ils forment une carte. En effet, dans la lueur bleue mourante, les gravures semblaient dessiner un réseau complexe de lignes et de points, comme une constellation gravée dans la pierre. Chaque point représente un fragment, expliqua le gardien. Le diamant bleu n'est que le premier. Les autres attendent d'être découverts, cachés dans les endroits les plus reculés du monde. Un coup de feu retentit dans les tunnels, suivi de cris. Les derniers gardiens disparurent dans les passages secrets, laissant Dubois, Renard et Sarah seuls dans la chambre avec le corps d'Élise Durand. Par ici, indiqua Renard, repérant une autre sortie dissimulée derrière une étagère. Vite. Alors qu'il s'engouffrait dans le passage étroit, Dubois jeta un dernier regard en arrière. Le corps d'Élise Durand semblait luire d'une lumière intérieure, les symboles sur la table de pierre brillant de plus en plus intensément. Soudain, une explosion de lumière bleue illumina la chambre, si brillante qu'ils durent détourner les yeux. Quand ils purent regarder à nouveau, le corps de la grande gardienne avait disparu,
ne laissant qu'une fine poussière cristalline qui scintillait doucement dans l'air. Les légendes disent que les vrais gardiens ne meurent jamais vraiment, murmura Sarah. Ils retournent aux étoiles d'où le diamant est venu. Ils s'enfoncèrent dans les tunnels secrets, guidés par les faibles marques luminescentes sur les murs. Le codex des étoiles pesait lourd dans le sac de Dubois, comme si le poids des secrets qu'il contenait était devenu tangible. Quelque part au-dessus d'eux, Paris s'éveillait à une nouvelle journée, ignorant le drame qui se jouait dans ses entrailles. Et quelque part dans le monde, 8 autres fragments de mystère attendaient d'être découverts, gardant leurs secrets jusqu'à ce que le moment soit venu. La vérité éclate. La course-poursuite effrénée dans les tunnels souterrains du Louvre faisait rage depuis ce qui semblait être une éternité. L'inspecteur-chef Marie-Claire Dubois, le souffle court et les muscles brûlants, suivait les échos des pas qui résonnaient contre les murs centenaires. Son esprit était tourmenté par la disparition soudaine de Sarah Chen, cette prétendue historienne qui s'était révélée être bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Le lieutenant Renard gisait dans une ambulance à la surface, touché par une balle qui lui avait effleuré l'épaule lors de leur confrontation avec les gardiens. Les derniers mots qu'il avait réussi à prononcer avant de perdre conscience résonnaient encore dans l'esprit de Dubois: « Elle nous manipule depuis le début, chef. » Les couloirs du sous-sol du musée formaient un labyrinthe complexe, témoin silencieux de siècles d'histoire. L'humidité suintait des murs, créant une atmosphère oppressante qui se mêlait à l'odeur âcre de la poussière et du temps. Les néons grésillants projetaient des ombres vacillantes qui semblaient danser sur les murs, comme autant de spectres du passé observant cette course effrénée. Dubois s'arrêta un instant, son arme fermement serrée entre ses mains. Le silence était maintenant total, perturbé uniquement par sa respiration haletante et les battements sourds de son cœur. Elle tendit l'oreille, cherchant le moindre indice qui pourrait trahir la présence de Sarah. Les années d'expérience sur le terrain lui avaient appris que le silence était souvent plus révélateur que le bruit. Soudain, un rire cristallin résonna dans les tunnels, se répercutant contre les parois de pierre. Un rire qui n'avait plus rien de la timidité studieuse de l'historienne qu'elle avait prétendu être pendant des semaines. Inspecteur Dubois, la voix de Sarah flottait dans l'air, impossible à localiser précisément. Vous êtes vraiment remarquable, vous savez ? Peu de personnes auraient pu suivre la piste aussi loin. Dubois avança prudemment, tous ses sens en alerte. Pourquoi, Sarah ? Pourquoi toute cette mascarade ? Le rire résonna à nouveau, plus proche cette fois. La mascarade ? C'est vous qui vivez dans l'illusion, inspecteur. Vous tous. Vous pensez comprendre le monde qui vous entoure, mais vous ne voyez que la surface des choses. Dans la pénombre, Dubois distingua enfin une silhouette. Sarah se tenait dans une alcôve, le diamant bleu étincelant dans sa main. La pierre semblait pulser d'une lueur propre, comme si elle était vivante, consciente de son rôle dans ce drame qui se jouait. Pendant des siècles, continua Sarah, caressant doucement la surface du diamant, nous avons observé, attendu, préservé le secret. Les gardiens ne sont que des enfants jouant avec des forces qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent de malédiction, de mort mystérieuse. Ils ne voient que la peur, là où il y a du pouvoir. Dubois fit un pas en avant, son arme toujours pointée. L'organisation rivale dont parlait Élise Durand. Depuis combien de temps existez-vous ? Le sourire de Sarah s'élargit, énigmatique. Depuis le début, inspecteur. Depuis que le premier homme a regardé dans les profondeurs de cette pierre et a vu plus que son simple reflet. Nous étions là quand Louis XIV a acquis le diamant. Nous étions là lors de la Révolution, quand il a disparu pour réapparaître en Angleterre. Nous étions là à chaque fois qu'il changeait de main, guidant son chemin à travers l'histoire. La lumière bleutée du diamant dansait sur les murs, créant des motifs hypnotiques. Dubois sentit un vertige la saisir, comme si la réalité elle-même commençait à onduler autour d'elle. Ce n'est pas une malédiction, murmura Sarah, sa voix prenant des tonalités presque mystiques. C'est un don. Le pouvoir de voir au-delà du voile du temps, de comprendre les connexions invisibles qui lient les événements entre eux. Chaque mort n'était pas une tragédie, mais une démonstration de ce pouvoir. Le faire. Commença Dubois, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. Il était proche de comprendre, acquiesça Sarah. Trop proche. Il avait commencé à déchiffrer les inscriptions, à percevoir la véritable nature du diamant. Mais il voulait l'utiliser pour son propre profit, pour manipuler les marchés de l'art, pour réécrire l'histoire à sa convenance. Nous ne pouvions pas le laisser faire. Dubois serra les dents, la colère montant en elle. Alors vous l'avez tué. Non, inspecteur. Le diamant l'a tué. Ou plus précisément, sa propre vision l'a tué.
C'est ce qui arrive quand on n'est pas préparé à voir la vérité dans toute sa splendeur. L'esprit humain est fragile face à certaines révélations. Un bruit de pas résonna dans le couloir adjacent. Des renforts de police approchaient, guidés par les plans du sous-sol que Renard avait eu la présence d'esprit de transmettre avant de perdre conscience. Sarah sourit, nullement perturbée. Ils arrivent trop tard, comme toujours. L'histoire se répète, encore et encore, mais seuls ceux qui savent voir peuvent en percevoir les motifs. Dans un mouvement fluide, elle sortit une petite fiole de sa poche et la lança au sol. Une fumée dense commença à envahir le couloir. Dubois tira, mais la balle ne rencontra que le vide. À travers la fumée qui s'épaississait, elle vit Sarah reculer vers une porte dérobée, le diamant toujours dans sa main. Ce n'est pas un au revoir, inspecteur, sa voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Vous faites partie de l'histoire maintenant. Et l'histoire a toujours plusieurs chapitres. Quand les renforts arrivèrent enfin, ils ne trouvèrent que Dubois, seul dans le couloir enfumé, fixant l'endroit où Sarah avait disparu. Sur le sol, un petit éclat de pierre bleue brillait faiblement, comme un rappel moqueur de tout ce qui venait de se passer. Les analyses révéleraient plus tard que l'éclat n'était qu'un morceau de verre ordinaire, teinté en bleu. Mais parfois, dans certaines conditions de lumière, Dubois jurait y voir des reflets impossibles, des images fugaces d'événements qui n'étaient pas encore arrivés. Le diamant bleu avait disparu, emportant avec lui ses secrets et ses mystères. Mais son histoire, comme l'avait dit Sarah, n'était pas terminée. Elle ne faisait peut-être que commencer. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles fermés des collectionneurs d'art et des historiens. Des histoires parlant d'une femme apparaissant dans différentes ventes aux enchères à travers le monde, toujours à la recherche d'objets aux propriétés particulières. Des objets qui, selon certains, permettraient de voir au-delà du visible, de comprendre les mécanismes cachés qui gouvernent le cours du temps. Mais ce n'était que des rumeurs, bien sûr. Du moins, c'est ce que Dubois se répétait chaque fois qu'elle se réveillait en sueur, hantée par des rêves où un diamant bleu brillait dans l'obscurité, lui montrant des visions d'un futur qu'elle n'était pas sûre de vouloir voir. L'éternel mystère. Paris, 1 an plus tard. Le soleil déclinant baignait Paris d'une lueur dorée, ses derniers rayons s'attardant sur les toits d'ardoise et les cheminées centenaires. Dans son appartement du Marais, Marie-Claire Dubois contemplait la ville depuis sa fenêtre, une tasse de café refroidie entre les mains. Une année s'était écoulée depuis l'affaire du diamant bleu, mais les questions continuaient de la hanter, comme des ombres persistantes dans les recoins de son esprit. Sa démission de la police avait fait grand bruit. Certains l'avaient qualifié de lâche, d'autres de déséquilibré. Comment expliquer que l'inspecteur-chef Dubois, réputé pour sa rigueur et son pragmatisme, avait choisi d'abandonner sa carrière après 30 ans de service? La vérité était plus complexe que les rumeurs qui circulaient dans les couloirs du commissariat. Sur son bureau, des coupures de presse s'empilaient, témoins silencieux de son obsession. Chaque article relatait une disparition mystérieuse, un décès inexpliqué, un phénomène inexplicable. Tous semblaient converger vers une même conclusion, que sa raison refusait toujours d'accepter. Le jeune Thomas Renard lui rendait encore visite, fidèle lieutenant devenu ami. Sa blessure aux catacombes avait guéri, ne laissant qu'une fine cicatrice sur son épaule droite. Ce soir-là, il gravit les escaliers de l'immeuble ancien, portant sous le bras un dossier qu'il n'aurait pas dû sortir du commissariat. Du nouveau sur Sarachène, annonça-t-il en entrant, sans préambule. Des signalements en Asie, puis plus rien. Comme si elle s'était évaporée. Dubois hocha la tête, peu surprise. Sarachène, ou quel que soit son véritable nom, maîtrisait l'art de la disparition. Pendant des mois, ils avaient suivi sa trace à travers le monde, Hong Kong, Shanghai, Singapour. Chaque fois, elle leur échappait, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse. Les gardiens, demanda Dubois, versant un verre de vin à son ancien collègue. L'organisation semble s'être dissolue après la mort d'Élise Durand. J'ai interrogé d'anciens membres, mais ils restent muets. La peur, peut-être. Ou la loyauté. Le silence s'installa entre eux, peuplé de non-dits et de théories inachevées. La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans son manteau d'obscurité. Les lumières s'allumaient une à une, comme autant d'étoiles terrestres. Parfois, murmura Dubois, je me demande si nous n'aurions pas dû laisser certains mystères intacts. Si certaines vérités ne devraient pas rester enfouies. Elle repensa à cette nuit dans les sous-sols du Louvre, aux paroles énigmatiques de Sarachène. Ce n'est pas une malédiction. C'est un don. Ces mots résonnaient encore dans sa mémoire, comme un écho lointain d'une vérité trop grande pour être comprise.
Un coup de vent fit claquer les volets. Sur le bureau, une enveloppe qu'elle n'avait pas remarquée plus tôt attira son attention. Pas de timbre, pas d'expéditeur. Juste son nom, écrit d'une élégante calligraphie qu'elle ne reconnaissait que trop bien. Ses mains tremblèrent légèrement en dépliant la lettre. Chère Marie-Claire. Le temps est venu de vous révéler ce que vous cherchez depuis si longtemps. Le diamant bleu n'a jamais été qu'un symbole, une clé ouvrant une porte vers des possibilités que l'esprit humain peine à concevoir. Chaque mort, chaque disparition n'était qu'un fil dans une tapisserie plus vaste. Les visions que le diamant offre ne sont pas des malédictions, mais des aperçus d'un futur en perpétuelle mutation. Lefebvre l'avait compris, mais sa soif de pouvoir l'a consumé. Les gardiens, dans leur sagesse millénaire, protégeaient non pas la pierre, mais l'humanité elle-même. Vous vous demandez pourquoi je vous écris aujourd'hui? Parce que vous êtes différente, Marie-Claire. Vous avez vu au-delà des apparences, senti la vérité derrière le voile de la réalité. Votre démission n'était pas un acte de faiblesse, mais de lucidité. Le diamant existe partout et nulle part à la fois. Il est dans chaque reflet de lumière, chaque goutte de pluie, chaque regard échangé. La vérité, comme la pierre, a plusieurs facettes, et chacune révèle une réalité différente. Un jour, peut-être, nos chemins se croiseront à nouveau. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et le cœur vigilant. Les mystères les plus profonds ne sont pas ceux qui demandent à être résolus, mais ceux qui nous transforment dans notre quête de réponse. Avec mon respect éternel. Sarah. Dubois relut la lettre plusieurs fois, chaque mot s'imprimant dans son esprit comme une empreinte indélébile. Renard l'observait en silence, respectant ce moment d'intimité avec les fantômes du passé. Sur la table, quelque chose attira son regard. Un petit éclat bleu, presque imperceptible, captait la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres. Alors qu'elle tendait la main pour le saisir, il sembla se fondre dans l'air, comme un mirage. Les jours qui suivirent prirent une teinte différente. Dubois commença à noter des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant, des motifs récurrents dans le chaos apparent de la ville, des coïncidences trop précises pour être fortuites, des moments de clarté soudaine où tout semblait connecté. Elle reprit ses recherches, mais différemment. Plus de dossiers policiers, plus d'enquêtes officielles. Elle se plongea dans l'histoire des sociétés secrètes, des mythologies anciennes, des prophéties oubliées. Chaque découverte semblait confirmer les paroles de Sarah, le diamant bleu n'était qu'une manifestation physique d'une vérité plus profonde. Un matin, alors que l'aube colorait le ciel parisien de teintes pastel, elle reçut un appel de Thomas. Sa voix tremblait légèrement. Ils ont retrouvé quelque chose dans les archives de Lefebvre. Un journal intime, caché dans une fausse reliure. Vous devriez venir voir ça. Dans le petit bureau qu'il occupait désormais au commissariat, Renard lui montra le document. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fébrile, de schémas complexes, de symboles ésotériques. Mais ce qui retint son attention fut un passage particulier. Le diamant n'est pas la source du pouvoir, il n'en est que le catalyseur. Le véritable don réside dans ceux qui sont capables de voir au-delà de sa surface. J'ai compris trop tard que ce n'était pas la pierre qui choisissait ses gardiens, mais l'inverse. Chaque mort n'était pas une malédiction, mais une transmission. Le pouvoir ne disparaît jamais, il change simplement de main. Les dernières pages du journal contenaient une série de prédictions. Certaines s'étaient déjà réalisées, d'autres attendaient encore leur heure. La dernière entrée, datée de la veille de sa mort, portait une simple phrase. Elle viendra du Nord, avec les yeux de la connaissance et le cœur du mystère. À elle seule la vérité sera révélée. Dubois sentit un frisson parcourir son échine. Sarah Chen était originaire du nord de la Chine. Était-ce d'elle dont parlait Lefebvre? Ou y avait-il d'autres acteurs encore inconnus dans cette histoire sans fin? Les mois passèrent, transformant les saisons. Paris changea de visage, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Dubois continua sa quête silencieuse, collectant des indices, tissant des liens entre des événements apparemment sans rapport. Elle commença à tenir son propre journal, notant ses observations, ses théories, ses questions. Parfois, tard dans la nuit, elle croyait apercevoir une lueur bleue du coin de l'œil, mais lorsqu'elle se retournait, il n'y avait que l'obscurité. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, elle reçut un paquet anonyme. À l'intérieur, une simple boîte en bois sculptée. Pas de notes, pas d'explication. Juste un objet ancien, dont les motifs semblaient changer selon l'angle de vue. Elle passa des heures à l'examiner, fascinée par ses détails complexes.
ce ne fut qu'à l'aube qu'elle découvrit le mécanisme secret. La boîte s'ouvrit dans un clic discret, révélant un compartiment caché. À l'intérieur, un petit carnet relié en cuir bleu. Sur la première page, une écriture qu'elle reconnut immédiatement. Le mystère n'est pas dans ce que nous cherchons, mais dans ce que nous devenons en cherchant. Le diamant bleu n'était qu'un début. L'histoire continue, Marie-Claire, et vous en faites maintenant partie. Elle referma doucement le carnet, sentant le poids de cette révélation. Dans la rue en contrebas, une silhouette familière disparut au coin de la rue. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres alors qu'elle murmurait pour elle-même. À bientôt, Sarah. La nuit enveloppa Paris dans son étreinte mystérieuse. Quelque part dans la ville, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Le diamant bleu avait peut-être disparu, mais son influence continuait de se propager, comme des ondulations à la surface d'un étang sans fin. Sur le bureau de Dubois, le petit carnet attendait d'être lu, gardien de nouveaux mystères à découvrir. Et dans le ciel nocturne, une étoile particulièrement brillante semblait cligner de l'œil, comme si elle aussi partageait un secret trop grand pour être révélé. Fin.